Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Financement européen et crédit d'impôt recherche, quelle complémentarité. Ce webinaire est en partenariat avec le pôle de compétitivité Optitech. Je suis Delphine et je suis chef de projet marketing chez Heming. Pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Regina de Optitech. Bonjour. Ainsi que Sandrine, Bonjour. En innovation, et donc Mahari, manager subvention Heming. Bonjour. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à l'aide du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. J'ai le plaisir de vous présenter ce sommaire, le sommaire de ce webinaire. Tout d'abord, nous allons commencer par la présentation d'Optitech et sa mission. Ensuite, nous parlerons de financer un projet, les objectifs et le type de projet, les financements européens disponibles, ainsi que derrière le crédit impôt recherche et sa complémentarité avec les financements publics. Bien évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je laisse la parole à Regina qui va nous présenter le pôle Optitech. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je suis ravie d'animer ce webinaire avec Heming, notre partenaire sur plusieurs actions. Et pour commencer, donc, je présente le pôle Optitech. Le pôle c'est un pôle de compétitivité dédié au deep tech en photonique et imagerie. Depuis plus de 15 ans, Optitech anime un écosystème de 220 acteurs composé d'industriels, d'établissements de recherche et d'organismes de formation. Implanté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie également, Optitech dispose d'une présence permanente à Bruxelles aussi. Et ce qui nous permet d'être au cœur des politiques européennes et faire partie des 5 clusters, 5 meilleurs clusters européens. Sur le slide suivant, donc ici, on verra les 4 domaines d'activité stratégiques sur des marchés porteurs. Donc, Optitech est le seul pôle à proposer une solution globale en photonique et imagerie, appliquée dans ces 4 domaines, on va voir même 5, j'en parlerai tout à l'heure, sur des marchés en forte croissance. Donc, tout d'abord, c'est défense, sécurité et grands instruments scientifiques. Donc, il s'agit de sécurité des biens et des personnes, optronique pour le spatial, optronique pour le transport et la sécurité du trafic, environnement, cartographie. Il s'agit de deuxième secteur important, santé et sciences du vivant, comprenant instrumentation pour la santé et les biotechnologies, imagerie médicale, instrumentation scientifique avancée. Troisième domaine, c'est industrie du futur, où on retrouve instrumentation pour la santé et les biotechnologies, imagerie médicale, instrumentation scientifique avancée également. Et enfin, ville et mobilité intelligente. Et j'ai évoqué 5e domaine, donc c'est agriculture de précision, avec détection et quantification des polluants, tri des déchets, énergie photovoltaïque, éclairage LED. Mission et stratégie d'Optitech. L'ambition du pôle est de favoriser et accompagner les innovations de rupture, sources de création, de recherche et d'emploi. Optitech déploie une offre complète de services qui est personnalisée et sur mesure pour accompagner les PME et les startups. Le pôle intervient en appui de leur stratégie de développement commercial et de diversification en R&D, propriété intellectuelle, financement, export et aussi en accompagnement vers les projets européens. Ainsi, le service Optitech de Bruxelles permet d'accompagner les PME vers le dépôt d'un projet européen. Et il s'agit notamment d'identification et de validation d'appels à projets pertinents, appui dans la rédaction et la soumission de propositions, d'un cofinancement et d'un appui dans le lobbying du projet. Sur cela, je passe la parole à Heming, qui va vous aider à comprendre comment manier différents types de financement.
Avant tout, nous allons vous proposer un petit sondage, donc à vos claviers. Donc, je vous propose de répondre à la première question. Avez-vous déjà obtenu des financements pour vous aider à concrétiser vos projets innovants? Donc, voici les différentes propositions que nous avons à vous proposer. Avez-vous déjà obtenu des financements pour vous aider à concrétiser vos projets innovants? Oui, avec le CIR. Oui, avec des subventions européennes. Oui, avec le CIR et des subventions. Aucun financement. Je vous laisse répondre à l'ensemble de ces questions. N'hésitez pas. Je vois que vous êtes très actifs. Voilà, encore quelques instants. Parfait. Donc, je vais fermer ce webinaire et partager les résultats avec l'ensemble des participants. Par contre, je laisse la main à nos experts pour commenter ces résultats. Oui, merci Delphine. En effet, là, on voit effectivement que une très grande majorité, n'est-ce pas Sandrine, oui. de nos participants le CIR et les subventions. Donc, nous avons déjà des experts. On peut vous apporter des réponses néanmoins. C'est important parce que justement, ça montre aussi justement jusqu'où on peut aller dans ces dispositifs-là et de pouvoir optimiser, c'est le but du webinaire. Et exactement, et je remarque aussi, donc il y a un très faible pourcentage qui opte pour le crédit d'impôt recherche seul, donc il y a un des dispositifs qui est un poil plus accessible que les subventions européennes, mais justement, pour le moment, personne n'a répondu à avoir déposé des subventions seules. Donc, du coup, Marie, est-ce que tu as des éléments de réponse à apporter, des petites présentations à faire sur ces subventions? Je pense que la première chose, effectivement, ce que je vais proposer à nos participants, c'est un rappel, en fait, des objectifs de financement. Donc, ça, c'est important. Assez souvent, on fait appel à des financements pour financer, de manière ponctuelle, en fait, un produit. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, à partir du moment où on se met en tête l'objectif de capter seulement du cash de manière ponctuelle, à travers les aides, que ce soit des subventions ou autres, ça n'est pas en fait la manière la plus optimale pour aller justement optimiser l'ensemble des financements. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides, avant tout, ça sert à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits. Et ça finance, bien entendu, donc les travaux de R&D et surtout en grande partie la prise de risque en fait liée à ces investissements. Le mot investissement est très important parce que c'est ça qui permet justement de structurer après l'ensemble des activités R&D de l'entreprise grâce aux subventions, aux aides qui sont perçues grâce effectivement à ces projets-là. Enfin, on a aussi les effets leviers, et ça c'est très important notamment pour les PME, qui est d'utiliser le cash en fait des subventions des projets pour pouvoir reproduire le même schéma et donc en incluant et les subventions et le crédit d'impôt recherche pour pouvoir amener de la croissance et plus de performance pour l'entreprise. Les schémas que je montre dans cette slide-là, en fait, c'est assez simple, c'est que là, en violet, c'est tout en haut à gauche, c'est dans le cas où vous avez un projet d'innovation que vous financez sur fonds propres. Donc là, grâce au complément de financement qui est donné par l'organisme financeur, là, vous allez accélérer le time to market, la mise sur le marché de produits, tout en restant sur des activités de R&D. Ça, c'est très important. Et enfin, deuxième point, c'est le niveau de prise de risque. En général, quand vous y allez seul, donc sur fonds propres, sur les activités de R&D, vous prenez quasiment 100% des risques, donc sur fonds propres. Si jamais le projet ne fonctionne pas, vous perdrez tout. Or, en fait, dans le cadre des financements, une partie est déjà prise en charge par le financement, ce qui vous laisse en fait moins de risques pour aller jusqu'au bout du projet. Ça, c'est le premier point. Second point, c'est des questions que l'on nous pose assez souvent, c'est quel est le profil, c'est quoi un projet éligible en fait, et pour le crédit d'impôt recherche, mais aussi dans les financements donc publics. J'insiste bien sur le terme financement public, puisque c'est le périmètre de notre intervention aujourd'hui. Je ne parlerai pas de financement privé. Donc, la première chose, c'est que pour être éligible, un projet doit être avant tout un projet de R&D, et encore une fois, et pas uniquement de développement d'un produit. Et ce projet doit répondre à des enjeux sociétaux importants, bien au-delà du périmètre de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'aux retombées donc économiques ou sociétales de l'entreprise,
faut penser aussi à tout ce qu'il y a autour, donc la chaîne de valeur, la filière, le secteur, donc qui va pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'innovation que vous allez apporter. Le second point, c'est la prise de risque. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'innovation sans prise de risque. Sinon, c'est pas de l'innovation, tout simplement. Donc, l'innovation va vous amener vers de nouveaux horizons, vers des développements, en fait, aujourd'hui, et des approches qui n'ont pas été explorées. Donc, c'est ça qui fait que c'est assez difficile de financer sur fonds propres les vraies innovations, d'où l'intérêt de prendre, en fait, l'option des financements. Troisième point, c'est l'originalité. Ça, on a toujours comme référentiel l'état de l'art. Donc, tu sais, Sandrine, hein, donc pour défendre le crédit d'impôt recherche, c'est exactement la même chose. Si on dit, voilà, bon, on va développer un produit, mais qu'on est incapable de justifier la différence de notre approche R&D par rapport au système existant, aux solutions existantes sur le marché, ou même par rapport déjà aux avancées scientifiques existantes, et ben là, on aura du mal, en fait, à demander un financement pour ces projets-là. C'est pareil pour les résultats, parce qu'il y a la partie sur l'innovation technologique et scientifique, mais aussi sur l'usage. Donc, il faudrait prendre en compte. À partir du moment où vous avez le même système qui fonctionne bien, vous allez faire exactement la même chose, mais peut-être même plus cher, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un troisième point important. Et enfin, les retombées. Pour être financé, je l'avais déjà dit en amont tout à l'heure, mais c'est important de mettre en avant les retombées à la fois économiques, mais aussi en termes d'emploi, création d'emplois, au niveau donc de l'entreprise, bien entendu, au niveau du consortium s'il s'agit d'un projet collaboratif, au niveau de la région, au niveau national et voire même au niveau européen. Donc les 4 points font que votre projet peut avoir des chances justement d'être financé. Et donc, Marie, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de financement européen qui seraient accessibles assez facilement? Alors, assez facilement, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, nous avons choisi, en fait, plutôt, vu qu'une très grande majorité de nos participants sont des PME, donc de parler de 2 instruments. Alors, ceci étant, je vois quand même pas mal de grandes entreprises qui sont présentes aussi aujourd'hui. Je vais en parler, je vais parler d'un système un peu plus adapté pour eux. Mais le but n'étant pas aujourd'hui de présenter en détail ces instruments-là, mais plutôt de voir la relation entre ces instruments et le crédit d'impôt recherche. Donc, que ce soit pour les PME ou pour les entreprises, finalement, le fonctionnement sera le même. Sera le même. Voilà, très bien. Donc, la première chose, c'est quand on est en mode non collaboratif. C'est-à-dire que la PME souhaite y aller toute seule, donc capter les financements. Alors, on a un instrument donc de l'Europe qui s'appelle un instrument PME, qui est destiné aux PME très innovantes, donc qui se décompose en 2 phases. La première phase, en fait, c'est l'étude de faisabilité. Là, on est très en amont dans le cadre du projet. Et la seconde, c'est le projet R&D en tant que tel, donc de démonstration, prototypage et essai. Il faut savoir que les deux ne sont pas fortement corrélés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer forcément par la phase 1. Vous pouvez attaquer directement par la phase 2. En termes de mode de financement, c'est assez intéressant. La phase 1, en fait, c'est un forfait de toute manière de 50 000 € pour les PME, donc je précise. Et pour la phase 2, c'est 70% des coûts éligibles avec en moyenne, en fait, des projets entre 500 000 € et 2,5 millions d'euros de financement. Un fort montant, du coup. Voilà, donc ça peut aller assez loin, donc avec une PME toute seule ou une PME avec d'autres partenaires. Mais vraiment, ça, c'est un dispositif réservé pour les PME. La particularité de cet instrument, c'est que, bien entendu, qu'on s'est ouvert à 80% de l'industrie européenne, qui est représentée, je rappelle, par des PME. Il y a une très forte compétition. Ben voilà, donc c'est ce qui fait un peu peur, c'est les taux de succès. Par contre, l'intérêt, c'est que vous avez plusieurs appels à projets par an. Encore une fois, donc ça, je synthétise vraiment le descriptif. On peut, bien entendu, envoyer les slides donc, de présentation plus détaillées plus tard. Donc ça, c'était le premier instrument. Le deuxième instrument, qui est assez attractif, donc du coup, c'est ce qu'on appelle l'Eurostars. Alors l'Eurostars, là, bien entendu, les grandes entreprises peuvent aussi participer, donc pas uniquement les PME. Toutefois, c'est un dispositif, en fait, qui est quand même destiné aux PME qui dépensent plus de 10% de leur chiffre d'affaires en R&D. Donc, la petite règle, en fait, qui est importante, c'est que c'est un projet en mode collaboratif, donc il faut être au moins 2 partenaires, donc de 2 pays européens. Et la participation est possible, mais limitée pour les grands groupes.
En termes de financement, bah, on va dire que c'est un peu moins bien financé que les instruments PME, puisque c'est financé à hauteur de 40%. D'accord? Après, c'est un label européen, donc c'est la Commission européenne qui va valider le projet, mais chaque partenaire sera financé au niveau national. Donc chez nous, pour la France, c'est la BPI qui gère les financements et donc on doit obéir aux mêmes règles que la BPI, donc pour les projets nationaux, pour l'Eurostars. La particularité, c'est que c'est un instrument qui est moins, là, il y a moins de concurrence du fait que déjà c'est européen. Déjà, le financement est un poil moins élevé. Voilà. Mais c'est plutôt un avantage. C'est-à-dire que je préfère être financé à l'aide de subventions à 40% pour les PME que, évidemment, dépenser plus sur fonds propres et puis prendre le risque, en fait, de ne pas réaliser mon projet. Enfin, pour le retard, vous avez 2 appels à projets annuels. Donc voilà, 2 instruments en fait qu'on a choisis qui s'adaptent bien à la fois pour les PME très innovantes, mais aussi en partie pour les industriels en fait qui peuvent participer. Après, pour les industriels, donc de plus gros projets, il existe d'autres dispositifs, mais dont on parlera certainement un peu plus tard à travers d'autres webinaires. Tout à fait. Donc du coup, à partir de ces instruments-là, vous avez un projet, vous avez commencé à déposer votre projet, et je pose la question, comment je vais faire avec le crédit d'impôt recherche? Alors, d'après le sondage, vous êtes quand même donc 67% à avoir déposé et du crédit impôt recherche et des subventions. Mais du coup, je vais refaire un point là-dessus pour le tiers qui reste, justement, pour expliquer que ces 2 dispositifs qui sont souvent considérés comme non compatibles, eh ben, peuvent très bien travailler ensemble. Le crédit impôt recherche, c'est un dispositif qui est extrêmement incitatif en France et il faut savoir qu'environ 88% des bénéficiaires aujourd'hui sont des PME. Donc, c'est un dispositif qui est très connu et qui se démocratise vraiment. Et notamment, on va remarquer beaucoup de similitudes avec tout ce que tu as expliqué, Marie, dans les financements, qui est que le crédit d'impôt recherche permet de financer la prise de risque en récupérant 30% des dépenses de recherche d'un projet R&D calculé donc sur une année. Effet levier en plus pour les PME qui peuvent demander le remboursement immédiat de cette somme. Donc, ça veut dire qu'en année N, si vous avez 30 000 € de crédit d'impôt recherche, vous pourrez les récupérer dans les 2 mois qui suivent. Il faut savoir qu'il est accessible à toutes les sociétés, donc il n'y a pas de limitation à partir du moment où c'est une société industrielle à vocation commerciale, mais que malheureusement, depuis certaines années, on assiste à un durcissement des critères d'éligibilité pour éviter les effets d'aubaine. Alors, un effet d'aubaine, qu'est-ce que c'est? C'est quand une société monte un projet R&D uniquement pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, il n'y aura pas vraiment de vrai programme de recherche ni d'ambition d'innovation. Donc, les critères se durcissent pour forcer les entreprises à se positionner vraiment dans une politique de recherche et d'innovation, comme elles le feraient pour un projet européen d'ailleurs. Sur ces critères, donc, on peut citer donc la Bible utilisée donc par tous les cabinets de conseil et surtout par le ministère de la Recherche pour définir qu'est-ce qu'un projet éligible, qui est donc le manuel de Frascati qui est trouvable sur Internet, que je vous invite à feuilleter, même si c'est un très très gros pavé. Et il est à noter aussi un détail très très intéressant, c'est qu'un projet européen répond majoritairement aux critères d'éligibilité du CIR. C'est-à-dire que si vous participez à un projet européen, selon les travaux que vous serez amené à faire dans le cadre de ce projet, il y a de très fortes probabilités pour que vos travaux soient éligibles au dispositif, mais donc du coup très sécurisés, ça veut dire avec un risque de rejet en cas de contrôle extrêmement faible. Sur votre droite, vous avez un petit tableau qui retrace ce calcul du crédit impôt recherche. Je ne rentrerai pas dans le détail pour le coup parce que c'est un peu fastidieux, pas forcément compliqué, mais un peu long. Et nous allons passer à la suite qui est le CIR, quand et comment. Donc le CIR, comme j'expliquais, il se dépose l'année qui suit le lancement du projet lors du dépôt de la liasse fiscale. Et il faut respecter donc les critères d'éligibilité qui sont forcément quasiment identiques à ceux d'un financement participatif, à savoir qu'ils doivent respecter le caractère de recherche, c'est-à-dire la présence d'une problématique identifiée mais non résolvable en l'état. Donc on retrouve le caractère par rapport à l'état de l'art, où on va regarder qu'est-ce qui a été fait pour essayer de résoudre un problème qui ne l'a jamais été. La démarche expérimentale qui doit être visible et caractéristique, c'est-à-dire on va bien voir la formalisation d'essais, d'hypothèses, des analyses de résultats, un peu comme quand on faisait des dissertations à l'école d'ailleurs, c'est un peu les mêmes principes. On cherche à justifier, donc on fait vraiment une démarche de R&D, et derrière on pourra donc présenter l'apport de connaissances
vis-à-vis de l'état de l'art. Et attention, cet apport de connaissances peut être positif ou négatif. Si votre projet est un total échec de A à Z, ce n'est pas grave, il restera quand même éligible parce que vous apportez la preuve que votre méthode ne marche pas. Et surtout, le crédit d'impôt recherche, à l'instar aussi peut-être des projets et financements européens, c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Tout à fait. Le crédit impôt recherche, pour ceux qui manient un peu les TRL, donc l'échelle de maturité technologique, ça couvre de 1 à 6. Si vous arrivez à démontrer que vous êtes dans ces TRL-là, vous êtes sécurisé. Et en fait, une fois qu'on a procédé à l'éligibilité, on chiffre et on réalise de ces techniques pour se préparer en cas de contrôle. Le contrôle n'est bien évidemment pas obligatoire, mais ça reste une de vos craintes majeures, je pense, quand vous déposez du CIR. Et du coup, Sandrine, effectivement, on entend assez souvent parler du fait que les subventions, ça fait baisser justement le montant du crédit d'impôt recherche, et c'est toujours un frein en fait à l'utilisation de ces deux dispositifs, puisque au vu de la lourdeur administrative de l'un comme de l'autre d'ailleurs, on n'a pas envie, puisque là on est bien avec notre crédit d'impôt recherche, notre petit million là qui tombe tous les ans, et du coup j'ai un projet où je serai financé à 100 000 euros, donc à part ça va me réduire en fait mon crédit d'impôt recherche. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, tu as tout à fait raison. Toute aide perçue dans le cadre d'un projet éligible au crédit d'impôt recherche doit être déduite. Alors si c'est une subvention, elle doit juste être déduite. Si c'est une avance remboursable, elle sera déduite puis remise dans l'assiette, ce qui fait que vous aurez un total de 0 à la fin. Mais effectivement, une subvention impacte l'assiette du crédit impôt recherche. Mais lorsque vous percevez une subvention, tu es d'accord, cette subvention est calculée grâce à donc différents postes de dépenses qui sont identifiés pour la subvention. Et dans le crédit d'impôt recherche, donc dans la doctrine en fait du crédit d'impôt recherche, il est précisé que seules les activités éligibles au crédit d'impôt recherche, donc financées par cette subvention, sont à déduire. Ce qui veut dire que par exemple, si tu as un poste marketing dans ta subvention, on va l'enlever de cette subvention, et donc du coup, seule la subvention épurée en fait de tous les postes de dépenses qui ne sont pas présents ni éligibles seront déduites. Ce qui fait que quelque part, tu y gagnes en fait. D'accord. Alors pour que ce soit plus clair en fait, moi ce que je te propose Sandrine, c'est qu'on va prendre un exemple. Donc je vais présenter un projet. Donc sur la droite vous trouverez donc un financement. On prendra le cas d'un Eurostars par exemple, pour une PME par exemple. Et moi j'ai quelques frais que je vais déclarer donc l'année N. Je vais monter mon projet. J'ai des frais de personnel. Donc là on a 100 euros, on va dire 100 000 euros d'ingénieur, de jeune docteur, etc. Donc j'ai du frais de personnel, j'ai des frais pour la sous-traitance, et donc j'ai choisi, parce qu'on me l'a conseillé, donc de travailler avec des organismes privés, je sais pas trop pourquoi. Et ensuite j'ai aussi donc des équipements donc qui sont amortis, donc je prends, c'est la règle dans les projets européens, l'amortissement de ces équipements-là au prorata de leur utilisation dans le cadre du projet. J'ai du budget marketing et ça me fait une assiette en fait pour le projet européen Eurostars de 280 000 euros. Côté CIR, comment ça se passe? Côté CIR, alors il faut savoir que moi je vous encourage bien évidemment, étant la partie crédit impôt recherche, à penser dès le lancement de vos projets crédit impôt recherche. Ça veut dire si vous devez embaucher quelqu'un, pensez jeune docteur. Si vous devez faire appel à la sous-traitance, pensez agrément ou organisme public. Pourquoi? Parce que ces deux items sont valorisés x2 dans l'assiette du CIR. C'est un sacré jackpot en fait. Donc du coup, ce qui fait que dans l'assiette, ce qui va changer fondamentalement, elle va rester globalement la même au niveau de la valorisation, mais on va retrouver ce facteur 2. Donc au niveau des jeunes docteurs, où au lieu d'avoir 50, nous avons 100. Au niveau des frais de fonctionnement, donc ils sont forfaitaires, mais qui eux aussi sont doublés. Donc du coup, au lieu d'avoir 10, on va se retrouver donc avec un 100% sur ce frais de fonctionnement. Et de la même façon, si la sous-traitance donc d'organismes privés mais agréés reste identique, celle de l'organisme public est doublée. Par contre, on remarquera que le crédit d'impôt recherche n'inclut pas donc tes frais de marketing, ce qui fait qu'en fait, dans ta subvention n'aura un impact que de 260 donc fois le 40%, et on déduira donc que le montant de l'assiette moins tous les postes de dépenses de la subvention, du crédit d'impôt recherche, ce qui fait que l'assiette donc n'est que légèrement impacté finalement, et qu'on se retrouve avec un niveau qui n'est pas loin de la subvention finalement. Ça veut dire qu'en fait pour le même projet, j'ai deux assiettes complètement différentes. Exactement. Voilà. Pour un même projet qui est subventionné, le CIR, le montant du CIR est impacté, mais si il on existe. Fait attention. Voilà.
Voilà, mais il existe. Et en fait, il y a juste un ratio à trouver, une recherche en termes de montant à faire pour réussir à aboutir à des résultats qui sont tout à fait valorisants et honnêtement qui permettent vraiment de se mettre dans une dynamique de prise de risque intéressante. Ou pour un projet à 320 000 euros, Voilà. il y a 152 qui sont financés par la subvention, 121 000, on va dire 122 par crédit d'impôt recherche, et finalement, la société n'aura plus qu'à financer 46 000 euros sur fonds propres. Voilà, d'où l'intérêt justement de cumuler les deux. Exactement. Très bien. Du coup, en termes de planning, comment ça se passe? Alors donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet qui va être déposé, c'est pas un projet qui n'a pas encore démarré. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez demain un projet auprès de la Commission européenne ou de la BPI, peu importe, vous avez un temps en fait de sélection du projet, d'évaluation de ce projet-là qui peut être plus ou moins lent. Alors ça, c'est malheureusement la lourdeur administrative, mais on n'y peut pas grand-chose. Malheureusement. Voilà. Donc il faut déjà prévoir et anticiper ce décalage-là dans le temps. Donc si demain on veut avoir un projet qui démarre dans 2 mois, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut l'anticiper et donc prévoir entre 1 mois et 5 à 6 mois pour les très gros projets européens, entre le temps de dépôt et le temps où on va réellement démarrer le projet. Ça, c'est très important. Donc, à partir du moment où on va commencer le projet, puisque notre projet a été accepté par l'instance financeur, on va percevoir à cet instant-là une première tranche de financement qu'on appelle le préfinancement, qui va nous permettre en fait de lancer le projet. Ça n'est jamais la totalité, ou très rarement, en fait, c'est que rarement qu'on a la totalité des fonds. On a une partie qui nous aide à démarrer. Donc, le projet va démarrer. Et en général, les projets dont on parle ici, ce sont des projets entre 12 mois et 36 mois. On va prendre le cas le plus récurrent, ce sont des projets à 36 mois. Donc, on a une première tranche donc tout de suite au démarrage. Une deuxième tranche après le premier reporting, donc 1 an après. Donc, on présente à l'organisme financeur l'avancée du projet. On présente les justificatifs des coûts et on nous donne ensuite après la deuxième tranche de financement. Et le projet continue ainsi de suite. La dernière tranche de financement, nous l'obtenons à la fin du projet. Une fois qu'on a démontré que voilà, je répète encore une fois, mais c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Mm-hmm. On n'est pas obligé d'avoir des résultats, quand bien même, encore une fois, si vous vous rappelez bien, il s'agit d'un investissement. Donc c'est dommage pour les partenaires de ne pas avoir de résultats. Ça n'a pas de sens. Pour nous, l'intérêt, c'est d'utiliser justement ces financements-là pour obtenir des résultats. Donc, peu importe, à la fin du projet, à la fin du reporting en fait que vous faites aux organismes financeurs, vous recevrez le solde du financement. Ça concerne la partie subvention et aide donc liée au projet. Qu'en est-il côté CIR alors? Alors là, pour le coup, le CIR reprend un peu son indépendance vis-à-vis des subventions parce que le planning est complètement différent. Comme je vous l'ai dit, donc le crédit d'impôt recherche se dépose l'année qui suit le commencement du projet. Ce qui veut dire que vous allez percevoir en fait votre CIR correspondant à l'année N en N+1. Et le décalage va se perpétuer en fait jusqu'à la fin du projet. Et du coup, une fois que le projet sera fini, l'année qui suit, vous percevrez encore du crédit d'impôt recherche dessus. Et attention, au niveau du retraitement des subventions, petit aparté, la partie de la subvention retraitée concerne uniquement est corrélée à l'avancement des travaux sur l'année valorisée au crédit d'impôt recherche. Dans le sens, si vous n'avez pas utilisé toute votre subvention, du coup, on ne déduira pas l'intégralité de la subvention non plus. C'est au prorata des travaux R&D réalisés. Ce qui fait que encore, vous pouvez vraiment réussir à trouver une bonne balance entre financement participatif et crédit d'impôt recherche. Bien. Merci pour vos explications fort intéressantes. Maintenant, nous allons passer à un deuxième sondage. Quels sont les freins à la mise en place de financement? Donc, je vais vous partager ce sondage et je vous invite à y répondre. Alors, voici les premières questions, les premières réponses à votre disposition. Lourdeur administrative, crainte de contrôle, peur de dévoiler son savoir-faire, méconnaissance des dispositifs ou crainte d'un faible ROI. Je vois que vous êtes tous en train de voter. Vous êtes très actifs. Pour le moment, ce sont les lourdeurs administratives qui prennent le dessus. Mais un grand gagnant qui se décide. Mais nous allons clôturer
illustrer ce sondage en donnant les résultats. Encore un petit peu? Encore un petit peu, ouais, parce que il se passe quelque chose, attention. Au revoir, non, oui. Certains hésitent entre deux réponses. Voilà. Alors attention, je ferme le sondage et je vous partage les résultats. Et je laisse la parole à nos experts pour nous commenter ces résultats. Alors, sans surprise, la lourdeur administrative triomphe. Vous êtes plus de 50% en fait à renoncer pour cause de lourdeur administrative. Et j'ai envie de dire que c'est un peu normal parce que c'est un peu impressionnant, ne serait-ce que de ton côté financement participatif, ça a l'air très fastidieux en fait de faire un dossier. Je dirais que c'est tout à fait vrai. Ce qui est à la fois, enfin, ce qui empêche en fait de s'y mettre à ces dispositifs, c'est que ça prend du temps déjà d'une part. Ouais. C'est assez long, mais très franchement, je dirais que c'est un peu le prix à payer pour justement bénéficier de ce que j'avais dit tout à l'heure, donc l'effet structurant et l'effet levier. Si c'est pour faire un seul projet en 10 ans, par exemple, ben, c'est vrai que là, on peut se poser la question d'y aller ou pas. Ouais. Mais le but, encore une fois, n'est pas ça. On a plusieurs, nous, cas de figure de PME. Alors, je parle toujours des PME, puisqu'effectivement, c'est là où on voit davantage l'intérêt, qui ont commencé à 3-4 personnes et qui ont utilisé l'ensemble de ces dispositifs pour se développer. Et dans ce cas-là, effectivement, la lourdeur administrative, qui est très lourde, en fait, à 4 personnes, c'est dur à encaisser, voilà. Et après, avec la croissance de l'entreprise, ça va beaucoup mieux et avec l'habitude aussi. De la même façon, oui, c'est ce que j'allais dire. Avec l'habitude, en fait, une fois que donc je vois qu'il y a 30% qui parlent aussi de méconnaissance du dispositif. En fait, le dispositif, il est pas difficile à comprendre. Vous pouvez vous enquêter vous-même. Vous pouvez aussi faire appel à des conseils donc pour vous aider. Mais une fois en fait que c'est intégré, c'est toujours la même chose. Donc en fait, vous rentrez dans une mécanique et presque le dispositif devient simple et évident au bout d'un moment. Donc faut juste faut juste oser, comme on dit, oser avoir peur, enfin réussir à aller se mettre à l'eau. Et donc, du coup, c'est les deux questions principales donc qui sont. Juste un point peut-être sur les dispositifs, on peut rassurer aussi les participants, comme on avait dit, on enverra donc bien entendu ces présentations-là. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient un peu plus de détails sur les dispositifs, que ce soit sur les projets européens, d'autres types de financement, on est là justement. N'hésitez pas à nous renvoyer justement des mails pour qu'on puisse vous renvoyer les bons dispositifs. Et ça vous permettra peut-être justement d'aller avec un peu moins de crainte sur ces dispositifs de financement. Exactement. Du coup, on va passer à la petite session de questions. Voilà, on a terminé la présentation. Donc, on va regarder un peu. On a quelques questions là qui nous ont été envoyées. Du coup. Alors, il y en a. Alors, on a 3 questions en fait pour l'instant, donc on laisse les participants aussi poser leurs questions. En attendant, on a déjà une question en fait que j'avais sélectionnée tout à l'heure qui était assez intéressante. C'est plutôt pour toi, Sandrine. C'est est-ce que tout projet subventionné par l'Europe ouvre toujours le droit au crédit impôt recherche? Alors, je vous ai dit du coup qu'un projet subventionné était généralement éligible, mais on va regarder un peu, mais je vous dirais donc, ça dépend en fait de votre rôle dans ce projet subventionné, donc des travaux que vous avez réalisés. Par exemple, si vous avez été recruté en fait dans un projet donc européen, mais c'était pour refaire la peinture d'un bâtiment, vous comprenez bien qu'il n'y a aucun dispositif, enfin aucune recherche R&D derrière ça. Il faut que vos travaux personnels dans le cas, qui concerne la société, dans le cadre du projet, répondent à une problématique et lèvent un verrou. Donc, à partir de ce moment-là, oui. Et qui plus est, en plus, si vous faites partie d'un projet européen, j'insiste, vous serez protégé en cas de contrôle, parce que du coup, vous êtes inclus en fait dans un vaste programme de recherche qui vous donnera donc du coup un argument justificatif de plus. Est-ce que statistiquement, tu peux nous dire effectivement sur les projets européens que tu as vu passer en crédit impôt recherche, ce que tu en as déjà eu qui n'étaient pas éligibles ou qui ont eu des soucis de justification au crédit impôt recherche? Ceux qui ont eu des soucis, donc c'est très rare, j'en ai dû en croiser un pour le moment, qui en fait effectivement, il y avait des soucis à démontrer que l'entreprise levait un verrou. Elle avait réalisé des essais très pertinents, mais par contre, ils avaient eu du mal à donc répondre aux critères de progression par rapport à l'état de l'art. D'accord. On a une petite question pour Régina, du coup. Oui. Qui est dans le cadre d'un projet à financer. J'ai un projet, je suis une société, j'ai un projet à financer.
quel est le rôle d'Optitech? Et entre parenthèses aussi, quel est le rôle d'Eming, mais on y répondra après. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rôle d'Optitech dans le cadre d'un financement, dans le cadre de son intervention dans le financement d'un projet? D'accord, bon, merci pour la question. Comme j'ai dit tout à l'heure, Optitech propose un accompagnement vers le dépôt d'un projet européen pour les PME adhérentes. Et donc, si vous avez un projet, dans le cadre de cette action, vous pouvez solliciter notre aide, notre soutien. Donc, on vous aide à identifier le bon call, on analyse votre projet et c'est ici que Eming intervient, que si le projet est bon, on confie le montage du projet à Eming. Mais pas que, parce que c'est toute une collaboration et qui permet d'apporter à l'entreprise double expertise du pôle, donc de l'équipe Europe internationale du pôle et du cabinet Eming avec ses experts. Et grâce à un sort de préqualification du projet et des rendez-vous qui se font en binôme avec le cabinet. Bon, je te laisse compléter, Marie, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, je pense que nous, ce qui est intéressant vraiment, c'est bon, Emine, nous on n'a pas malheureusement le temps de suivre au quotidien donc les acteurs de la R&D d'une région ou même enfin d'un secteur particulier. Donc ça, c'est justement pourquoi nous sommes en collaboration avec Optitech. C'est Optitech en fait peut se permettre effectivement à ce niveau-là de faire un premier tri hein, et donc ce devoir de conseil au niveau des acteurs de la R&D pour déjà maturer un peu les projets. Et donc après nous, ça nous permet effectivement d'aller plus vite derrière pour le montage opérationnel, pour la mise en place opérationnelle des aides, que ce soit aussi bien les subventions que le crédit d'impôt recherche. Donc c'est vrai que cette collaboration-là, c'est vraiment quelque chose de très important puisque ça nous permet d'aller vite tout en bénéficiant donc auprès des acteurs de la R&D du support au quotidien hein, donc lors de la maturation du projet de chez Optitech. Et puis le jour où il y a une opportunité de financement en face, eh ben Emine sera de toute manière alertée et puis ça nous permet d'aller plus vite. C'est vrai. Et du coup, la dernière petite question, qui est une question qui reflète après, enfin un peu les craintes. Plus moi, je pense. Du coup, si mon CIR est redressé, quel impact sur la subvention? Ben, aucun. Il faut savoir que ce sont deux dispositifs qui sont complètement différents et l'un ne remet jamais en cause l'autre. Jamais. Il n'y aura jamais aucun souci. C'est s'il y a une source de financement qui est impactée, l'autre ne le sera pas. Juste pour compléter ce que tu dis, Sandrine, une subvention qui a été octroyée, eh ben, sauf si les travaux ne sont pas réalisés, donc ça c'est l'obligation de moyens, ne peut pas être retirée parce que le crédit d'impôt recherche aurait été remis en cause. Voilà. Donc il y a aucun lien, donc ça c'est pour assurer. C'est pas les mêmes organismes, enfin c'est rien n'est en commun. Voilà. Du coup, s'il vous reste des questions. Oui, Régina? Oui. Ce que je vous propose, c'est de clôturer le webinaire. Je vous invite à poser toutes les questions. Si vous avez encore des questions, en voyant le slide suivant dans lequel vous avez les coordonnées de l'ensemble de nos participants et de nos animateurs aujourd'hui. Donc, je remercie. Donc, n'hésitez pas à prendre toutes ces coordonnées. Sachez d'autre part que tous les transparents seront envoyés dans les 48 heures à l'ensemble des participants. Je remercie Marie, Sandrine et Régina pour cet webinaire fort intéressant et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci. Au revoir.